12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, 2 expositions à Paris pour dépasser les frontières et les visions étroites, pour ne pas dire étriquées, plonger dans le cinéma Bollywood et traverser de l'histoire de l'immigration. Et pour en débattre, j'accueille nos critiques. Bonjour Céline Duchesnay. Bonjour. Productrice à France Culture. À vos côtés, Antoine Léris. Bonjour Antoine. Bonjour. Journaliste, auteur, rédacteur en chef du trimestriel Respect. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et on commence avec l'exposition Bollywood Superstar. Je refuse ce mariage. Quelle importance puisque moi je l'accepte. Et si c'est comme ça, je m'en vais dire à tout le monde que je... Quoi? Que je suis venue te voir toute seule à 2h du matin, c'est ça? Tu veux salir mon nom? Moi, faire une chose pareille? Moi? Comment peux-tu penser ça? Et si tu répètes ce que tu viens de dire, Tu feras quoi? Tu me battras? Tu penses avoir des droits sur moi depuis l'enfance? Seulement quand je réclame les miens, tu te défiles. Ça suffit, Paro. Pourquoi Bollywood est-il Bollywood? Comment l'industrie cinématographique indienne est-elle devenue la plus importante au monde avec ses 2000 films, voire plus par an? C'est ce que propose de nous dévoiler cette exposition au musée du Quai Branly, des conteurs itinérants imprégnés de mythes et de divinités indiennes jusqu'aux acteurs actuels, nouveaux dieux du grand écran. Entre danse, chant, lumière et paillettes, on découvre le lien profond anthropologique entre l'amour des contes et l'explosion du 7e art en Inde. Mais est-ce suffisant pour être transporté? Céline Duchesnay. Eh bien, déjà, il faut dire que le sous-titre de l'exposition, c'est « Histoire d'un cinéma indien ». Et en effet, il s'agit bien d'un cinéma indien parce que Bollywood, c'est donc une toute petite partie de cet énorme spectre qui représente le cinéma dans ce continent qu'est l'Inde. On peut aussi rappeler qu'il y a 400 langues, dont 22 officielles. Donc, on peut peut-être imaginer qu'il y a même peut-être 22 cinémas, que ce soit Bollywood, Jollywood, Gollywood, Mollywood, Sandalwood. Donc, déjà, il y a une carte à l'entrée, effectivement, qui restitue bien ces différents cinémas. J'ai trouvé ça très bien de me dire que c'était une proposition qu'on nous faisait par rapport à ce type de cinéma. L'attente pour moi était assez forte parce que je suis une grande fan des films Bollywood. J'ai fait partie... Comme on l'a entendu à l'instant, Céline Duchesnay. Oui, mais alors je trouve que c'est presque décevant de l'entendre en français parce que quand c'est dit en hindi... C'est une adepte de la VO, c'est ça. Voilà, il y a quand même une charge et une espèce de poésie de la langue que l'on ne retrouve pas, je trouve, dans cette traduction, pardon. Alors, l'attente était forte, on arrive et là, tout de suite, on est envahi par la musique d'un film qui est absolument génial, qui s'appelle Une famille indienne. Donc, oui, j'ai commencé toute heureuse dans l'exposition parce qu'il y avait cette approche historique que j'ai trouvée intéressante, le parallèle qui est fait avec les arts populaires, le grand âge d'or du cinéma de Bollywood aussi, et puis cette dernière partie, je pense, sur laquelle on va revenir, qui est plus consacrée aux superstars de Bollywood, qui, moi, m'a laissé complètement sur ma faim. Mais au début, je suis heureuse. Contente, mais un peu déçue sur la fin. Je dirais contente sur les 2 premières parties et très déçue sur la fin, mais bon, il va falloir que j'explique pourquoi. On va approfondir ça, Céline Duchesnay. À vous, Antoine Léris, vous avez été transporté, vous aviez des attentes? Oui, j'avais des attentes et j'avoue qu'au tout début, effectivement, l'exposition apporte quelque chose de nouveau. En fait, il y a 3 parties dans cette exposition. Elle est assez claire, assez simple. Voilà, ce que ça montre et qui est nouveau, qui est là est vraiment super, c'est-à-dire pourquoi la culture indienne était propice à l'essor du cinéma, effectivement avec cet art populaire des contes, qui est là très intéressant. Moi, j'ai découvert le bioscope, qui est cette petite boîte ambulante peinte avec un gramophone dessus, dans lequel on glisse l'œil et qui permet de voir des images défiler. Et il y en a un qui est exposé, on peut regarder à l'intérieur, ça c'est très bien. J'ai aussi effectivement découvert le fait que Bollywood, c'était pas donc le Hollywood indien, mais le Hollywood de Bombay, et qu'il en fait, il en existait beaucoup. Voilà, ça c'est ce qui est vraiment nouveau et qui est intéressant. Ensuite, il y a effectivement ce que l'exposition montre et qui n'est pas nouveau. Saviez-vous que les stars indiennes étaient des demi-dieux? Oui, évidemment. Oui. Et ça ne fait que le rappeler. Non, mais Antoine Léris, vous avez sauté mieux. Il y a 3 parties et ça, c'est la 3e. Entre la première et la 3e, il y a la 2e, si je compte bien. En fait, pardon, moi, je l'ai vécu en 3 parties, cette exposition. Ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il n'y a pas de nouveau et surtout, la grande partie silencieuse de cette exposition, ce qui manque complètement, c'est quelle est la place socialement de ce cinéma dans l'Inde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on a quand même un pays dont les castes sont toujours très présentes, même si c'est informel et même si elles ont été abolies. On a un nationaliste extrémiste à sa tête, Narendra Modi. On a donc un pays qui est de plus en plus déchiré entre hindous et musulmans. Et sur ça, l'exposition ne dit pas un mot, ne dit pas
comment est financé ce cinéma, ne dit pas s'il est censuré, s'il est politique, s'il a des intentions. Il n'y a absolument pas un instant, un regard critique sur ce cinéma-là et sa place dans la société indienne. Mais est-ce que c'est Moi, c'est ça qui m'a vraiment manqué. Et je veux dire, à la limite, l'exposition est financée par une fondation pour la promotion de l'art asiatique. C'est donc pas une exposition à proprement parler du Quai Branly. Je comprends, je critiquerai pas cette exposition dans ce sens-là, mais que le Quai Branly l'accueille, qui est un musée civilisationnel, qui est censé faire un véritable travail critique intellectuel, là, moi, ça me pose véritablement question. Alors, il faut se demander aussi si cette exposition, elle mise pas plutôt sur l'anthropologie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dit dans la présentation de l'exposition, c'est revenir vraiment sur les sources anthropologiques de cette explosion du cinéma. Ça prétend pas nous faire effectivement un panorama du cinéma en Inde, de tous les cinémas, et encore moins sur la dimension économique, politique et sociale de Bollywood. Oui, c'est vrai que l'anthropologie est assez présente à travers un certain nombre d'objets. Il y a aussi, par exemple, toujours dans cette première partie qui est de toute évidence la partie la plus motivante, il y a aussi un documentaire qui montre la réception du cinéma ambulant en Inde, les visages des gens, le spectacle total que c'est. Donc il y a tout un tas d'objets et de petits films qui donnent vraiment envie, qui permettent de comprendre un peu cette approche anthropologique. Après, quand même, dans la deuxième partie, bon, là, je fais un peu l'avocat du diable, mais dans la deuxième partie... Revenons sur cette deuxième partie. Il y a donc la partie un petit peu historique et qui montre ce qui rassemble, finalement, ce cinéma. On se retrouve... donc, c'est l'histoire et une certaine partie de l'histoire, puisque ça correspond à l'histoire des princes mongols. Donc, c'est peut-être aussi une des difficultés de cette exposition, c'est quand vous n'êtes pas un grand expert en histoire indienne et de manière générale dans ce pays où on a quand même très peu de connaissances sur l'Inde, c'est un peu difficile d'appréhender les extraits de films qui sont montrés, même si vous avez une grande et magnifique fresque historique avec le nom de tous les princes mongols et qui vous permet de vous y retrouver. Et ça encore, c'est juste une partie parce qu'effectivement, manque tout le reste. Oui, mais ce qui est intéressant tout de même dans cette partie-là, c'est qu'on se rend compte que le cinéma sert à fédérer un pays et que finalement cette période des grands princes mongols, tout le monde s'y retrouve et quelle que soit finalement la caste ou l'ethnie ou la religion, on peut avoir envie de regarder ce film-là. Dans ces cas-là, la question c'est fédérer ce pays, oui, mais autour de quoi? Puisque eh bien, c'est ce dont on va parler après. Qui manque absolument dans cette exposition. J'essaie de montrer les deux aspects qui, moi, m'ont intéressé, où j'ai appris des choses. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a donc un projet politique derrière ce cinéma de Bollywood, mais que on n'arrive pas du tout à en connaître les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire, ça nous est simplement exposé et on nous laisse nous débrouiller avec ça. Et c'est ça que je trouvais vraiment dommage, c'est que finalement, on vous donne beaucoup d'éléments dans les deux premières parties. On arrive enfin dans le cœur du sujet qui correspond au titre de l'exposition. Et là, on Bollywood Superstar. Et là, on a une sorte de diaporama énorme. En fait, c'est juste une collection de grands visages de stars, en fait, d'acteurs et d'actrices qui, hantent tout. Et des petites biographie. Et moi, c'est là où j'ai été assez choquée, parce que vous parliez justement, Antoine, du manque politique de cette exposition. Alors, par exemple, on va voir la biographie de Shah Rukh Khan, dont je suis extrêmement fan. Shah Rukh Khan, donc, qui est né en 65, qui, lui, vraiment incarne pour moi le multiculturalisme indien, parce qu'il est musulman, sa femme est hindoue. En 2015, au moment où il a commencé à avoir cette montée des extrémismes religieux, il a rappelé que le pays était laïque. Il s'est fait vraiment remettre très méchamment à sa place. Et quand on lit la petite notice, on découvre que c'est l'archétype du prince charmant dans les films Bollywood. Et là, on a envie de dire, non, c'est quand même un peu facile, un peu juste, un peu injuste, justement, par rapport à l'ampleur de qui est Shah Rukh Khan. Ah bah justement, et si on ne connaît rien au film de Bollywood, on se laisse berner, du coup, par ça, si j'ai bien compris ce que vous veniez de dire. Tout est rose, sucré, joli. Mais est-ce que la partie historique, très bien. Est-ce que quand même la partie historique, cette seconde partie au milieu, nous éclaire sur ce qu'on retrouve dans les films de Bollywood, ou est-ce qu'on est perdu, ou est-ce qu'on apprend des choses tout de même? C'est une exposition qui au contraire est très claire, mais juste elle a des lacunes. En fait, elle est très claire. Elle va vous raconter ce que vous pensez déjà savoir ou ce que vous projetez, votre fantasme projeté de ce qu'est Bollywood, mais ce qui manque, c'est le travail de curation. C'est le travail, justement, intellectuel autour de déconstruction, autour de ce cinéma. Mais je le répète, est-ce que c'est véritablement l'enjeu, en fait, de cette exposition? C'est-à-dire que nous, c'est l'enjeu du Quai Branly, oui. J'espère. Voilà, du musée du Quai Branly. Mais ce qui nous manque, nous, c'est de comprendre l'enjeu, en fait, politique, économique, social de ce pays, effectivement, qui a plein de cinémas différents, comme vous l'avez dit, Céline Duchenet. Mais là, l'enjeu de cette exposition, c'est de dire, il y avait des récits mythologiques, il y avait des divinités qui sont sorties des temples pour venir envahir les cinémas.
Et maintenant, au cinéma, ce ne sont plus les divinités qui hantent les spectateurs, ce sont maintenant les stars. C'est vraiment une réflexion sur l'iconisation, sur la manière dont les images, en fait, sauf que ça, il réfute ce discours-là, parce que quand vous prenez la petite présentation, la petite brochure qu'on peut avoir sur place, ils vous disent non, il n'y a pas de rapport entre le fait que les acteurs indiens soient devenus des demi-dieux et les récits mythologiques. Alors ça, c'est ambigu, parce qu'à ce moment-là, pourquoi il y a une ambiguïté par rapport à ça. Marquer cette troisième partie en disant que ces acteurs-là et actrices sont les nouveaux dieux? Il manque vraiment le lien, et moi je trouve par exemple même sur quelque chose que j'adore, qui est la danse dans ces films. Alors il y a quelque chose qui est intéressant, qui est un rappel historique, un traité de danse du 5e siècle. Donc on nous dit que ça décrit le répertoire des émotions, qu'il y a 4 émotions primordiales, l'érotique, furieux, héroïque, et odieux. Et à côté de ça, on nous laisse sans aucune arme finalement pour comprendre les chorégraphies d'aujourd'hui. On nous parle du Bharatanatyam, du Kathak. Voilà, on a deux notions. On comprend rien. Et alors que quand on regarde du Bollywood, je sais pas, moi j'ai par exemple des chorégraphies en tête où ça commence comme du musical, où tout à coup il y a une dansique et puis ça se transforme en valse, et tout ça en l'espace de 2-3 minutes, et on nous montre pas que ce cinéma finalement intègre aussi des éléments qui viennent du monde entier, et c'est pas du tout qu'une histoire indo-indienne. Mais par rapport à ce que vous disiez justement, Géraldine, moi c'est pas exactement contre cette exposition que je me dresse, c'est sur le fait que ce soit au Quai Branly. Comme beaucoup de journalistes, j'ai reçu ce matin un mail me disant 500 000 visiteurs pour l'exposition Harry Potter, c'est formidable, une des plus visitées à Paris. Très bien, mais l'expo Harry Potter telle qu'elle est et ce succès-là n'est pas au musée du Quai Branly. J'attends, quand c'est au musée du Quai Branly, qu'il y ait un vrai travail de curation et de réflexion. Et d'autant que pour les visiteurs qui voudraient absolument y aller, moi je les invite à juste ensuite monter les escaliers, vous allez jusqu'à la mezzanine et vous avez une exposition sur Sangor et l'universalité qui est absolument magnifique avec des œuvres africaines. Voilà, prenez 5 minutes pour faire Bollywood et ensuite montez et passez une demi-heure là-haut. Mais à la limite, cette exposition sur Bollywood Superstar, je suis désolée, je reviens sur celle-ci. Antoine Léris pourra faire un autre débat sur l'exposition sur Sangor. Cette exposition-là, malgré tout, elle est peut-être très descriptive, mais je suis d'accord, il manque même des choses dans cette description-là. C'est-à-dire que moi qui ne connais rien au cinéma Bollywood, j'ai juste revu les mêmes extraits que je peux voir. D'ailleurs, l'extrait qu'on a diffusé illustre très bien tous les a priori qu'on a sur ce type de cinéma. Et effectivement, je n'ai pas compris quelle danse se distinguait de telle danse. C'est plus une sorte d'ensemble d'objets et de vidéos. Mais c'est tellement vrai, pardon, excusez-moi, que à la fin, il y a donc cette série d'écrans où on voit l'évolution du cinéma indien depuis donc les années 70 jusqu'en 2020. Et alors, c'est anecdotique, mais j'avais à côté de moi un couple qui regardait et qui souriait, qui riaient, qui se moquaient de ces images-là pour leur dimension folklorique. Et je trouve qu'on est renvoyé à cette dimension-là, alors qu'on aurait aimé, au contraire, plonger dans la complexité de ce cinéma, dans sa richesse, dans ce qu'il a raconté. Et ça, je trouve que ça nous met dans une position... voici le folklore du cinéma indien. Oh là là, ça bouge, ça danse et ça chante. Oui, avec toujours ce côté kitsch qui a toujours été associé au cinéma, et même l'extrait qui est diffusé au début, quand on l'entend, on a un peu envie de rigoler, ou de ricaner, ou d'avoir une sorte de petit regard un peu critique. Alors qu'une fois encore, quand vous regardez ces films, bien sûr, vous avez ça. D'abord, il faut aussi rappeler qu'en effet, c'est que Bollywood, et dans Bollywood, nous, en France, on a accès qu'à une toute petite partie, qui est ces espèces de comédies romantiques, évidemment musicales et dansées, mais vous avez aussi du cinéma d'horreur, d'épouvante. Et même dans ces comédies-là, moi je me souviens avoir vu un film qui traitait donc toujours avec Shah Rukh Khan, et qui traitait de la question terroriste aussi, puisque c'était l'histoire d'un journaliste qui, pour les 50 ans de l'indépendance en Inde, allait faire un reportage dans les confins de l'Inde. Le film a été tourné au Cachemire, et il tombe amoureux d'une femme terroriste qui se fait exploser. Donc évidemment, ça, on n'a pas du tout accès à cette partie du cinéma. On reste malheureusement sur ce côté kitsch et gentillet. Peut-être que le sujet était finalement trop ambitieux aussi. Oui. Mais je pense que quelques petits outils pour comprendre les danses, la musique, pour voir la multiplicité de nouvelles biographies, par exemple. Ouais, les biographies, ça c'était quand même un peu sur Shah Rukh Khan. Moi, j'en ai perdu tous mes cheveux, franchement. Et Géraldine, si vous voulez sauver un tout petit peu cette exposition, je peux le faire. Il y a un storyboard de Satyajit Ray, et rien que pour ça, ce réalisateur qui est merveilleux, c'est le John Ford indien, c'est le Kurosawa. De cinéma d'auteur. Il y a un Bollywood. extrait d'un film sur une balançoire qui est merveilleux, et ces storyboards sont des œuvres d'art à elles seules. Vous pouvez aller voir cette exposition rien que pour ça.
Bollywood Superstar, donc c'est jusqu'au 14 janvier prochain au musée du Quai Branly. Julien Rousseau et Hélène Kessous sont les commissaires de cette exposition. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et direction à présent le Musée national de l'histoire de l'immigration qui nous dévoile sa nouvelle exposition permanente. Vous êtes alors pour ce musée de l'immigration pour le... Ne serait-ce que pour l'histoire. De savoir d'où tout on arrive tous et on est obligé de vivre ensemble. Déjà, reconnaître un lieu d'origine, de pouvoir dire qu'ils ont fait un voyage pour arriver jusqu'ici, c'est intéressant. Franchement, moi, je serais contre faire un mausolée pour montrer quoi. Les horreurs du passé, des autoroutes que les immigrants ont construit, les HLM de Nanterre où les immigrés étaient tassés, les massacres de camarades algériens en 62, etc., etc. Faire un mausolée de quoi. 3 ans, 75 historiens, géographes et conservateurs mobilisés pour repenser à neuf ces 1800 mètres carrés entièrement dédiés à l'histoire de l'immigration. C'est le projet faramineux qui s'expose au Palais de la Porte Dorée à Paris depuis juin dernier. Fini le parcours thématique, place à un parcours chronologique en 11 dates clés. De 1685, date de la promulgation du Code noir en France et de la révocation de l'édit de Nantes, jusqu'à la Convention de Schengen en 1995. Dans ce parcours clair, dans tous les sens du terme, le parti pris est tout tourné vers le présent. Car donner des clés historiques, c'est éclairer les enjeux actuels de l'immigration, décisions politiques, accueil, rapport à l'autre. Antoine Léris, qu'en avez-vous pensé ? Je pense que vous l'avez très bien présenté, d'abord Merci. ce musée. Je vous remercie, Antoine. Non, mais c'est exactement ce qu'on vit, parce que évidemment, quand on est le Louvre, Orsay, le musée d'art moderne, on sait exactement ce qu'on va trouver, le type d'œuvre, la chronologie, le temps, tout va bien. Mais quand on est le musée de l'immigration, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais tout est possible, finalement. Voilà, c'est ça. Donc il a fallu faire un choix, et ça, le choix, ils l'ont bien compris qu'il fallait le faire, et ils l'ont fait, je pense, de manière très intelligente, c'est-à-dire raconter aujourd'hui, faire en fait un musée du temps présent. Et ce que je trouve très beau dans cette exposition, c'est qu'on est invité à entrer, et le premier objet qui est exposé, en fait, il est minuscule, sous un cube de verre. C'est vraiment un tout petit livre. C'est la première date 1685, et c'est le code noir, l'édit sur la police des esclaves des îles de l'Amérique française. Et je trouve ça très puissant d'entrer par cette toute petite porte qui nous dit que, cette histoire de l'immigration qu'on va vous raconter est liée, terriblement liée à l'histoire de l'esclavage et à l'histoire de la colonisation. Mais là où je trouve que c'est encore plus intelligent, et là où moi j'ai été très impressionné, c'est que 1685, c'est aussi l'année de l'édit de Fontainebleau, qui révoque l'édit de Nantes et qui pousse des milliers de protestants à l'exil. Et ce qu'on vous dit par cette première date, c'est non seulement on va regarder le passé esclavagiste et colonial, mais on va regarder cette question de qui est considéré comme français, puisque c'est ça que cet édit raconte. Et je trouve que ces deux jambes de l'exposition, ces deux manières d'aborder cette question de l'immigration, nous suivent tout au long du chemin qu'on va faire, et nous tiennent, et je trouve que c'est une réflexion très très intelligente pour arriver au bout de cette exposition. Céline Duchesnay. Alors on pourrait dire aussi que quasiment au-dessus du Code noir, il y a un lustre extraordinaire qui est là, qui incarne entre guillemets la présence de l'art contemporain, puisque c'est une œuvre de Gaël Chouane qui date de 2023, qui s'appelle Marchandage. Alors c'est un lustre en laiton avec des coquillages, et chaque coquillage, dans la mythologie de l'artiste, c'est présenté comme ça, représente le lieu dans lequel les esclaves morts sans sépulture sont venus se réfugier. Et en effet, Antoine l'a très bien dit, par exemple avec cette date de 1685, on a des objets, donc comme ce petit livre, le Code noir. À côté, on a par exemple une maquette d'un bateau, l'Aurore, qui est ce bateau qui a transporté tous les esclaves. On a ce lustre qui correspond à l'art contemporain. On a des fresques, on a des documents numériques aussi qui sont très bien faits, qui montrent par exemple sur cette partie, sur l'esclavage, les flux migratoires en fonction des années, le nombre de personnes. Donc une représentation, je trouve, très complexe dans le bon sens du terme d'un thème. Et sur cette première date, en effet, en parallèle, on a donc l'exil des Huguenots, et aussi troisième thématique, la présence des étrangers en France à la même époque, ce qui nous permet de réfléchir à qui étaient ces étrangers, par exemple à l'époque de Louis XIV, pourquoi est-ce qu'ils étaient venus en France, quel statut ils avaient. On apprend qu'ils n'avaient pas le droit, par exemple, quand ils mouraient, de transmettre leur héritage, que leur fortune revenait après au roi. Et je trouve que ça donne une bonne entrée. On a, je pense, en France, et peut-être à cause
de l'école, l'impression que finalement l'immigration commencerait peut-être au 19e siècle ou au 20e siècle. Et là, on voit à quel point c'est une histoire qui correspond à toute l'histoire du pays, mais depuis toujours. Mais c'est d'ailleurs une date qui a été contestée par certains, ce choix de commencer l'exposition permanente par 1685, parce que le terme immigration tel qu'on le connaît dans son acception moderne, il apparaît plutôt au 19e siècle. Donc là, c'est quand même un choix assez osé, surtout pour un musée qui est quand même... tous les regards sont portés vers la dimension explosive que peut comporter un tel musée. C'est-à-dire ceux qui vont faire des procès en wokisme, ceux qui vont dire au contraire que ça va peut-être pas assez loin dans la dénonciation. Vous, comment vous avez perçu ça, Antoine Lévy? En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est justement la réflexion se construit au fur et à mesure de l'avancement dans l'exposition, puisqu'on comprend en fait que cette notion d'étranger, qui est une notion finalement politique, philosophique, on se questionne sur qu'est-ce que ça veut dire un étranger, devient au fur et à mesure de l'exposition la question de l'immigration en elle-même avec ce mot, et surtout on passe d'une question qui est une question politique, philosophique, à une question qui est une question policière et judiciaire, de simplement la réglementation, et que les dernières questions avant d'en arriver au questionnement des générations suivantes sont des questions de police. Combien, comment, de contrôle d'ailleurs. Exactement. Et on voit cette transformation justement de la notion d'étranger à la notion d'immigré. Et je trouve que là, pour le coup, de manière très didactique, très compréhensible, très lisible, le musée permet vraiment d'appréhender ça. Céline Duchesnay, justement sur cette dimension peut-être partisane, en tout cas politique de l'exposition qui est indéniable, mais sur le côté, est-ce que c'est plutôt pour des gens, est-ce qu'on peut lui reprocher d'être de gauche, d'être idéologique, d'être de gauche ou d'être de droite ? Oui, bon, on peut se rappeler que avant l'exposition permanente du musée démarrait beaucoup plus tard. Donc là, on a gagné, je dirais, quelques siècles. Peut-être que la prochaine exposition, on partira, je sais pas, moi, du 5e siècle. Pour le dire, le parcours d'avant était thématique. Il était sur 800 mètres carrés. Là, on gagne 1000 mètres carrés. Oui, Est-ce qu'on n'a pas rendu en fait son nom à ce musée, parce qu'on dit souvent le musée national de l'immigration, et en fait c'est le musée national de l'histoire de l'immigration. Est-ce que avec cette nouvelle exposition, on ne lui rend pas en fait justice entre guillemets? Oui, on devrait même dire désimmigration d'ailleurs. Oui, mais il était pas si mal avant aussi le musée, parce que moi j'en garde d'un très beau souvenir, notamment avec cette galerie des dons qu'il y avait, où les gens on leur proposait de déposer un objet qui correspondait par exemple à l'histoire d'immigration de leurs parents, grands-parents, objet qu'on retrouve d'ailleurs toujours dans le parcours d'aujourd'hui, puisque les choses ont été dispatchées cette fois-ci. Moi, je pense que de toute façon, on peut... Tout fait politique. On pourrait lui reprocher par exemple une forme d'évangélisme, mais en fait pas du tout, parce que les documents sont là, très concrets. Une carte d'identité par exemple, quand est-ce qu'elle a été créée, la carte d'identité des étrangers? On apprend que ça date de 1917. Il y a plein de choses très C'était en fait concrètes. une manière non pas de les intégrer, mais en fait de les contrôler, comme vous l'avez très bien souligné Antoine Lévy, de voir cette évolution-là. Donc vous, plutôt didactique, plutôt... Moi je trouve que la dimension scientifique du parcours est très forte, mais il y a en effet à côté et en parallèle ces parcours individuels, et à travers ces parcours individuels, c'est peut-être là où il y a peut-être plus de subjectivité. Qui vous choisissez pour représenter par exemple le XVIIe siècle? Qui vous choisissez pour représenter les immigrés du XIXe siècle? Donc peut-être que là on pourrait penser que c'est partisan. Moi personnellement, ce que j'ai apprécié, c'est de voir à chaque fois des parcours de vie, et que le musée ne soit pas que dans l'histoire, mais aussi dans les individus, puisque c'est une histoire d'individus qu'on nous raconte. Et d'ailleurs, c'est un peu, en tout cas, moi, la seule frustration que j'ai eue, c'est que j'en aurais voulu plus, quelque part, plus de compréhension de ce que ça veut dire de migrer, d'émigrer, de partir de son pays, d'arriver dans un pays étranger. Avoir peut-être des formes plus sensibles, puisque là, en fait, j'ai des informations qui sont très claires et qui sont effectivement très factuelles. D'ailleurs, le musée ne s'en cache pas. Il y a un moment donné, la France est une société multiculturelle. C'est un fait. En fait, c'est l'idée aussi de vouloir donner des faits plutôt que de vouloir faire du débat. C'est vrai, mais moi ce qui m'a manqué peut-être un tout petit peu, ou là où j'en aurais voulu un tout petit peu plus, c'est sur des parcours individuels, justement avoir des histoires, des récits de ce que c'est non seulement d'être accueilli, mais ce que c'est aussi d'accueillir, parce que l'hospitalité devrait avoir sa place dans un musée de l'histoire de l'immigration. Il y a quelques petites touches, mais moi je reconnais que ça m'a un tout petit peu manqué. C'était plus l'orientation de l'ancien parcours finalement. Sur la forme par exemple,
exemple, alors on a parlé de ces documents historiques, on a parlé d'art aussi, vous avez parlé de ce lustre. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre? Est-ce qu'on a des formes audiovisuelles, des témoignages? Vous parlez de témoignages. Il y a de tout. Il y a le studio, musical qui est génial. Qui est totalement foutraque, mais assez génial, où vous pouvez écouter plein de musique liée à l'histoire de l'immigration, que ce soit de près ou de loin. Il y a plein d'objets assez Est-ce que justement, c'est bien mis en avant cette idée de déhiérarchiser ces objets-là? C'est-à-dire que finalement, est-ce qu'ils sont tous mis au même plan en disant voilà, c'est ça l'histoire? Ou est-ce que justement, il y a un problème parce qu'on aimerait avoir un petit peu des pistes pour bien distinguer les deux niveaux en fait de registre, le registre individuel et le registre plus administratif et politique? En fait, ces objets, j'ai l'impression, sont utiles à la compréhension des dates que le musée de l'immigration veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, vous n'y allez pas pour voir ces objets, mais vous allez avoir des objets qui vont vous mettre dans l'ambiance de certaines années. Par exemple, pour prendre les années 90, il y a les marionnettes des Guignols sur l'équipe de France de football, il y a effectivement des films, il y a le banc du tribunal de Bobigny qui se prononçait sur les étrangers en zone d'attente. Voilà, qui est à côté des du affiches. lustre d'ailleurs, mis entre eux. Et c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir des objets qui vont vous faire le décor de cette année que le musée va vous aider à comprendre. Ensuite, vous n'y allez pas directement pour les objets ou pour les œuvres d'art. C'est pas ce type de recherche, quoi. Merci beaucoup à tous les deux. La nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, c'est au Palais de la Porte Dorée à Paris. Antoine Léris, on peut vous lire dans la revue Respect. Céline Duchesnay, on peut vous écouter ici même sur France Culture, dimanche par exemple, dans Mauvais Genre de François Angelier à 15h. Vous retrouvez toutes les références de cette émission sur le site de France Culture à la page des Midis de Culture ou sur l'application Radio France.